chronique écho à présent. Bonsoir Thibaut de Barcy. Bonsoir. Vous êtes professeur, invité à Sauvé à l'Université du Luxembourg. Alors, lors des dernières chroniques, vous nous avez parlé des grandes banques, des fintech, des riches dans le monde. Mais aujourd'hui, vous nous parlez des plus pauvres et du thème de l'inclusion financière qui n'en est pas si éloigné finalement. Absolument. En fait, il faut savoir qu'il y a 1,7 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à un compte bancaire. Et donc, quand on ne peut ni épargner, ni payer, ni prendre un crédit, eh bien, c'est très difficile de se sortir de la pauvreté. Et vous serez étonné de savoir que c'est pas seulement un problème dans les pays pauvres, c'est aussi un problème, par exemple, aux États-Unis. 7% des Américains n'ont pas de compte en banque et jusqu'à 20% de la population, en fait, a accès à un service extrêmement limité. Et par exemple, en termes de crédit, ils sont obligés de ce qu'on appelait, de faire appel à ce qu'on appelle les payday loans, c'est-à-dire des crédits très court terme, très chers. Et donc ça, c'est un peu le drame, c'est que quand on n'a pas accès aux services financiers, on les paye plus cher alors que déjà on manque d'argent. Donc Thibaut, les fintech pourraient changer la donne. Oui, alors par exemple, aux États-Unis, on a par exemple Venmo, qui est une filiale de PayPal et qui offre des paiements très peu chers. Il y a Chime Bank, qui s'est distingué par le fait qu'elle ne chargeait pas des frais lorsque vous allez en négatif. Et donc, évidemment, ces fintech ont des croissances formidables aux États-Unis parce qu'en fait, les banques américaines, elles sont encore très friandes de vous facturer des frais pour des opérations courantes, comme un retrait aux distributeurs. Et donc, les fintech, du fait qu'elles utilisent une simple application mobile qui est très standardisée, peuvent donner accès à tout le monde, donc aux riches, ne soyons pas naïfs, mais aussi aux pauvres pour leurs opérations bancaires. Mais donc, les banques américaines ont des profits très différents des banques européennes, Thibaut. Alors oui, par exemple, en 2018, il faut savoir que ce qu'on appelle le return on equity, donc c'est la profitabilité des banques américaines, était de 4% plus élevée que les banques européennes, ce qui a priori est énorme. Alors évidemment, toutes les banques font des crédits, mais la grosse différence de profitabilité en faveur des Américains, c'est justement tous ces frais, toutes ces commissions que les banques américaines arrivent à facturer à leurs clients. Alors qu'en Europe, en fait, déjà, il y a une réglementation qui impose de donner un service minimum à n'importe qui, mais donc même lorsqu'on est pauvre. Et en plus, il y a une énorme concurrence qui fait que les banques européennes donnent beaucoup de services gratuits. Et là, vous avez une explication pour laquelle justement les fintech européennes, donc les Revolut, les N26 dont on a déjà parlé, vont à l'assaut du marché américain parce qu'il y a toute cette clientèle qui en fait n'est pas forcément très bien servie et qui paye beaucoup de frais aujourd'hui à leur banque. Pour revenir à ces 1,7 milliard de non bancarisés dans le monde, j'imagine qu'ils sont plutôt dans les pays émergents. Oui, alors, mais là aussi, les changements sont spectaculaires. Donc, par exemple, en Afrique, au Kenya, il y a la fameuse solution M-Pesa qui est utilisée par 2/3 des adultes. En Inde, il y a Paytm qui connecte 380 millions de clients avec 12 millions de commerçants, donc c'est gigantesque. Il y en a d'autres, il y a Grab dans le sud-est asiatique, il y a Gojek en Indonésie. Et il faut savoir que ces sociétés sont tellement successful qu'on ne les appelle pas des licornes, mais des décacornes parce qu'elles sont valorisées à plus de 10 milliards de dollars. Et donc la croissance de ces opérateurs, elle s'est pas faite en allant piquer les parts de marché des grandes banques, mais en étant vraiment le premier partenaire et d'ailleurs le seul partenaire financier de toute cette population qui jusque-là n'était pas bancarisée. Donc elle contribue à réduire la sous-bancarisation. D'accord, Thibaut. Et en Belgique et en France ? Et bien en Belgique, il y a des initiatives intéressantes. Il y a par exemple la EasyCard de Belfus qui est utilisée par les CPAS. Et en France, il y a la fameuse carte Nickel qui s'adresse aux gens qui ont par exemple qui sont des interdits bancaires. Donc parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a pu être à un moment donné être inclus dans le système, mais en être exclu aujourd'hui. Et donc Thibaut, votre conclusion, c'est que la digitalisation est un facteur d'inclusion plutôt que d'exclusion, si je vous comprends bien. Absolument, et non seulement dans le fait d'offrir un accès à des gens qui n'avaient pas accès à des services financiers, mais aussi pour les aider à faire des bons choix. Il y a une étude américaine très intéressante qui a comparé 7000 prêts faits sur une même période à des gens qui avaient à peu près le même profil. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté ? C'est une discrimination raciale, donc les Afro-Américains et les Latino-Américains payaient leurs prêts plus cher et cette différence allait être encore plus grande lorsqu'on s'adressait à des gens qui n'ont pas d'éducation universitaire. Donc la cause, elle est simple, ça veut dire que quand on a un manque d'éducation financière et qu'on n'a pas un accès facile aux banques, eh bien par exemple cette population va se tourner vers des courtiers de crédit qui vont pas forcément les orienter vers la meilleure solution. Eh bien la conclusion, c'est que lorsque
on passe à travers des plateformes digitales qui, par exemple, vous permettent de simuler le remboursement de votre crédit en fonction d'un taux variable, ou qui vous permettent de simuler un investissement à long terme en fonction de la fluctuation des marchés, eh bien, on fait de bien meilleurs choix, et cette discrimination raciale ou cette discrimination sociale tend à s'estomper. Donc pour moi, c'est le plus bel exemple de la technologie au service du bien social et donc de l'inclusion financière. Merci Thibaut de Barcy pour votre chronique en duplex consacrée justement au thème de l'inclusion financière.